Hello, on espère que tu vas bien. Si tu ne nous connais pas encore, nous c'est Jeanne et Ludo et ça fait 2 ans qu'on est digital nomade, donc on voyage et qu'on travaille à temps plein. On a commencé par Bali, où on est resté 4 mois. Ensuite, on est allé en Malaisie, où on est resté 1 mois. On a fait le Vietnam et puis nous sommes allés au Portugal. Et désormais, on est au Mexique et aujourd'hui, c'est de ça dont on veut te parler. Et si toi, tu as envie de devenir digital nomade, on te donne vraiment toutes nos astuces dans un cours qui est en lien en description, tu verras. Ça va être super intéressant pour toi si tu veux te lancer. Si tu nous suis sur Instagram ou si tu es déjà abonné à notre newsletter, tu sais peut-être qu'on est au Mexique depuis maintenant 3 semaines. Ça passe quand même hyper vite. Ouais. Ça fait 3 semaines qu'on est arrivé au Mexique et plus précisément à Tulum. Ouais, donc Tulum, c'est sur la côte est du Mexique. Donc c'est pas très loin de Playa del Carmen et de Cancún. C'est les 3 villes les plus connues de cette région. Et là, on est du coup à Tulum pour les prochains mois. Donc aujourd'hui, on a décidé de te faire une vidéo avec toutes les infos qu'il faut savoir avant de venir à Tulum. Ouais, c'est hyper important parce que quand tu vas chercher, tu vas trouver plein de choses différentes et notamment, il y a une grosse particularité à Tulum, c'est que la ville est plus ou moins séparée en 2. Donc il y a une partie qui est la ville, nous on est actuellement, et une autre partie qui est plutôt le côté de la plage. Et généralement, quand tu marques Tulum sur Instagram, tu vas voir que la partie de la plage et c'est pas vraiment le vrai Tulum authentique parce que c'est beaucoup orienté pour les touristes et nous on a envie de décortiquer tout ça et de montrer les différences entre les deux et ce qui est intéressant à faire dans chaque partie de la ville. Du coup, comme vient de dire Ludo, la ville est séparée en 2 parties. La partie qui s'appelle El Pueblo et la partie beach. Du coup, la partie beach, pour te la décrire un petit peu, c'est un peu le monde des influenceurs, entre guillemets. Donc, c'est la partie hôtelière. T'as tous les énormes hôtels, enfin, vraiment imposants, quoi. Ouais. Autour de la beach, t'as tous les beach clubs, tous les bars un peu tendance, fancy, qui se retrouvent là. Petite précision, en faisant le montage, on s'est rendu compte qu'on avait oublié un point important. Donc la plage, en fait, se sépare aussi en 2. Donc on va avoir la plage nord, où c'est là où il va y avoir plutôt les Mexicains qui vont venir. Donc c'est un peu moins fancy, il y a un peu moins de beach club. Et donc du coup, c'est un peu plus diversifié. Et la plage sud, donc c'est là où il y aura tous les hôtels. Donc c'est aussi la zone hôtelière, donc les gros hôtels avec les beach clubs un peu plus fancy. Voilà, c'était important à préciser. Voilà, il faut dire aussi que sur la plage nord, c'est là où il y a la plupart des Mexicains qui vont venir, parce qu'en fait, il y a une plage qui est plutôt publique, tandis que sur la plage sud, c'est une plage publique aussi, mais la plupart des accès se font via des beach clubs. Donc là aussi, ça peut être compliqué de rentrer sur la plage. Voilà, c'était la précision. Maintenant, on te laisse retourner à la vidéo. Donc, très important pour ta recherche de logement. Nous, ce qu'on va te conseiller, c'est pas du tout de chercher dans cette partie-là, et de toute façon, ce sera très dur, à part si t'es millionnaire, mais plutôt, à part si tu veux vivre dans un hôtel, mais c'est pas forcément l'idéal quand t'es digital nomade. Mais nous, ce serait plutôt justement de chercher dans la partie El Pueblo. Donc El Pueblo, c'est la ville qui se trouve en fait tout le long de la rue principale de Tulum. Ouais. Donc je pense qu'on montrerait un plan pour que ce soit bien clair, mais en fait t'as une rue principale qui part de Cancún, qui descend à Playa et qui va jusqu'à Tulum et qui continue encore. Et en fait, dans cette rue, c'est vraiment le vrai centre de Tulum. Ouais, du coup, c'est là que tu verras que la plupart des Mexicains vivent. C'est là où il y aura les restaurants typiques qui vendent des tacos, les stands de street food. C'est complètement différent de la partie de la plage où là, vraiment, c'est beaucoup plus luxe. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est une grande rue au niveau de la plage. Et de part et d'autre, tu vas voir les restos et les hôtels. Donc, Jeanne parlait un peu d'hôtels imposants. On est quand même assez différent de Cancún avec des grandes barres d'immeubles en béton. C'est des hôtels stylés, quoi. Ouais, c'est des hôtels assez stylés qui font très rêver. Où parfois, les nuits sont à 1 000 € la nuit. Mais vraiment parce que tu auras vue sur mer, tout est en bambou. C'est assez joli. Mais c'est vraiment la partie fancy et qui est un peu décorrélée de la ville, là où on est et là où on vit et là où on passe le plus clair de notre temps. Si tu cherches un logement en tant que digital nomade à Tulum, nous on a 2 recos pour toi de nom de quartier. Le premier, c'est celui où on est qui s'appelle la Veleta. C'est un quartier du coup le long de cette grande route enfin pas très loin de cette grande route où tu peux y accéder à pied.
C'est un quartier justement qui mixe vraiment la vie mexicaine et il y a quand même des restos, il y a quand même de la vie, il y a des cafés, il y a plein de choses à faire. L'avantage c'est que tu seras pas trop loin de tout. Deuxième quartier, ça va être le quartier Aldeazama. Donc ça, c'est un quartier plus qui a été construit, je pense, récemment, parce que quand on y passe, ça a l'air très récent, qui est vraiment entre la plage et entre la ville. Et c'est un quartier vraiment beaucoup d'expats actuellement. On voit que les routes sont toutes fraîches, les appartes viennent d'être finis, mais en règle générale, ce sont là que les expats vivent. Nous on n'a pas choisi ce quartier parce que c'est un peu plus loin tu peux moins faire de choses à pied puisqu'en fait t'es vraiment entre la plage et entre le centre-ville, donc il faut forcément prendre un moyen de transport pour faire quelque chose, quoi. Ouais, du coup c'est assez excentré et en fait c'est un quartier tout neuf, tout est neuf et du coup il n'y a pas de Mexicains, il n'y a pas forcément de vie, tu vas pas par exemple trouver des stands de tacos très peu chers et du coup c'est un peu bizarre, t'as l'impression d'être une communauté un peu fermée. T'as l'impression d'être en Californie. Ouais, c'est assez étrange et surtout ouais, la particularité ici les logements 90% des logements que tu vas trouver en fait c'est dans des condos, on appelle ça, donc ça va être des petites résidences avec souvent une piscine commune au milieu où tu auras peut-être une piscine privée, mais c'est plus des appartements. Trouver une villa privée comme on pouvait avoir par exemple quand on était en Asie à Bali, ça va être très compliqué, surtout ça va être très très cher et donc du coup en gros le type de logement ici c'est vraiment un petit immeuble avec une piscine souvent ou peut-être une piscine sur le toit et donc c'est typiquement le type de logement que tu vas trouver ici. Donc maintenant, on va te dire les quelques points à checker avant de choisir ton logement à Tulum parce que on a quand même cherché pendant pas mal d'heures et qu'on a vu des similitudes qu'on voudrait te partager pour que tu gagnes un temps fou. Il faut savoir que Tulum est en perpétuels travaux, ouais. Donc il faut faire très attention à ça, enfin sauf si tu aimes le bruit. Nous, la nuisance sonore comme ça, c'est pas possible, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'endroits, enfin il y a beaucoup de tourisme et donc du coup il y a énormément de constructions justement de condos qui se font mais partout, tous les jours. Donc c'est un point super important, c'est de checker. Nous typiquement on a dû écrire à, je sais pas, une 10, ouais, en tout cas 10 Airbnb nous ont répondu. Il y a actuellement des travaux à côté, ça fait un bruit monstre, on a pas mal de gens qui partent parce que c'est gênant. Donc quand t'es à distance et que tu peux pas tester la nuisance sonore, voir si toi qui bosses toute la journée depuis ton appart, ça va te gêner ou pas. Donc c'est quand même compliqué. Donc, premier point vraiment très important à checker, c'est oser demander et en espérant qu'ils te disent la vérité, mais on y viendra après. Ouais, et nous typiquement il y a un peu de travaux à côté, mais c'est des travaux assez légers, donc ça nous a jamais vraiment dérangé. On comptera aussi à quoi ressemble notre logement, tu verras, il est très très cool. Mais vraiment, ça ce point sur les travaux, c'est souvent quand il y aura des grosses fondations, et là ce sera les travaux qui vont être pour le coup assez insupportables. Le deuxième point à regarder, c'est d'être pas très loin de cette fameuse grande rue principale, parce qu'en fait, plus tu vas t'éloigner vers le bas ou vers le haut, moins les infrastructures seront prêtes. Typiquement, il y a des endroits en fait où il y a des logements qui sont créés, mais il n'y a pas encore de route vraiment accessible. Ou la lumière par exemple, et le soir ne pas avoir de lumière sur 300-500 mètres, ça peut être un peu galère parce que en gros c'est vraiment de la jungle et donc du coup ça peut être soit stressant, soit pas hyper agréable quand tu te déplaces, soit en vélo, soit en scooter, on y reviendra après. Et surtout que les routes dont Ludo parle, là, c'est des routes avec en gros, c'est de la poussière et des énormes trous. Donc, dès que tu t'éloignes un peu, c'est pour ça qu'on te conseille vraiment La Veleta ou Aldeazama, qui sont les deux quartiers pour nous à privilégier dans tes recherches. Après, tu fais ce que tu veux. Troisième point à checker, qui dit jungle, dit souvent pas de Wi-Fi. Il faut savoir qu'à Tulum, il y a souvent beaucoup de problèmes de Wi-Fi. Et donc nous, dans nos recherches, c'était évidemment le point essentiel. Là, on l'a mis en troisième, mais voilà, tu classes les points comme tu préfères. Nous, c'était le point le plus important. Il faut savoir qu'en effet, Tulum est connu pour vraiment avoir des gros soucis de Wi-Fi malgré le tourisme et tout ça. Nous, depuis qu'on est arrivé, bon, on a aussi choisi notre condo pour ça, mais on a eu
on n'a pas eu de problème, mais on a lu énormément de gens qui ont de soucis, notamment dans les groupes Facebook, qui cherchent où est-ce qu'ils peuvent bosser parce que chez eux ça capte mal ou ça coupe tout le temps. Donc nous, ce qu'on te conseille, c'est de demander encore une fois, alors si c'est sur Airbnb, de demander à envoyer le test. C'est quoi déjà Fast Wi-Fi? C'est fast.com. En gros, ça permet de tester la qualité du Wi-Fi. Petit indicateur, à partir de 10 mégabits seconde, c'est un bon Wi-Fi. Donc du coup, si vous avez au-dessus, c'est que ça va pas vous poser problème pour bosser. Voilà, le mieux c'est de leur demander, comme ça au moins tu sais, ils sont transparents et t'as pas de surprise quand t'arrives. Après, t'es pas non plus obligé de bosser chez toi, mais c'est toujours une bonne chose à savoir. Ouais, et aussi, depuis la pandémie, du coup, il y a pas mal de personnes, d'Américains par exemple, qui sont venus bosser à Tulum. Et donc du coup, dans les commentaires les plus récents, souvent quand il n'y a pas de Wi-Fi, en fait, il y a plein de gens qui disent ouais, impossible de bosser quand tu travailles à distance. Donc vraiment, les commentaires les plus récents, souvent, s'ils parlent de impossible d'être remote worker parce que le Wi-Fi est nul, bah du coup, au moins tu pourras juste regarder dans les commentaires et tu le sauras d'avance. Oui, d'ailleurs, très bien que tu parles de ça, parce qu'en fait, nous, si on a pu déceler tous ces problèmes récurrents, en fait, c'est via les commentaires Airbnb. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de notes un peu bad, alors que tu vois des super apparts. Tu dis, ah, ça a l'air génial, et tu vois qu'en fait, ils ont 4 sur 5. Pour moi, c'est une mauvaise note. Enfin, j'avoue que souvent, les gens ont au minimum 4,5. Sinon, c'est vraiment qu'il y a un problème. Et en fait, en lisant les commentaires, vraiment, on voyait tout le temps les mêmes problèmes. Il y a aussi beaucoup de problèmes de chasse d'eau, qui vont pas se tirer, etc. Bon. Après, c'est autre chose. Mais voilà, donc tu vois tout de suite les problèmes récurrents, le Wi-Fi. Si c'est trop excentré et que du coup, c'est dangereux de rentrer, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça en mode soit j'ai pas trouvé, soit la nuit, c'est impossible de rentrer, il y a pas de lumière, le chemin est dangereux. Donc hyper intéressant de vraiment lire les commentaires et ensuite d'écrire au proprio. Il y a le bouton contacter l'hôte et là tu poses toutes tes questions. Et voilà, c'est normal, t'as envie de rester et de passer un bon moment et tu peux poser les questions que tu veux. Ouais, et du coup, je reviens sur le point difficile à trouver. Nous, on est arrivé directement en taxi, donc le taxi n'arrivait pas à trouver, donc il a appelé l'autre directement qui l'a guidé. Mais si t'es tout seul, si t'as pas forcément de moyen de communication et que t'es un peu excentré, ça peut être très compliqué. Parce que le gros problème, le fait que la ville se développe assez vite, c'est que Google Maps, en fait, n'est pas assez rapide. Et donc, du coup, en fait, il y a des endroits où il n'y a pas de route qui va être indiquée sur Google. Tu vas voir ton logement, tu as l'impression qu'il est en plein milieu de nulle part. Mais en fait, les routes sont pas tracées et donc, du coup, c'est hyper compliqué. Nous, juste pour l'anecdote, on allait chercher des chaises et on nous avait donné une adresse et genre impossible de trouver. On a trouvé au pif, en disant il y a une route en terre là, c'est peut-être là, parce que le point est au milieu de nulle part. En fait, il y a pas de route qui rejoignait et voilà, de fil en aiguille, on a réussi à trouver. Et ça peut être un point, voilà, à bien noter. Le troisième point qu'on voulait aborder, c'est comment se déplacer. Donc hyper important, comme on t'a dit, la ville et la plage sont pas au même endroit et même c'est un peu étendu. Donc nous, ce qu'on va te proposer, c'est de prendre un moyen de transport, que ce soit une voiture, un scooter ou un vélo, parce que clairement, si tu es dans la ville et que tu vas aller à la plage à pied, ça va être assez compliqué, ça va te prendre pas mal de temps et surtout le désavantage, c'est que la plage est super longue. Donc du coup, tu peux être à un endroit de la plage et pour aller jusqu'à un autre endroit, ça peut mettre 1 heure, alors qu'au final, tu es quand même sur la plage. Donc clairement, voiture, scooter ou vélo sont les moyens à privilégier. Bon, voiture, comme on n'a pas le permis, on n'a pas regardé les infos, donc on te laisse chercher toi-même. Nous, on a opté pour le scooter, puisque c'est un peu notre moyen de transport favori. On a le permis scooter, calme-toi. Ouais, et je pense que voiture, c'est un peu compliqué avec les bouchons, etc. Ouais. Mais nous, on privilégie vraiment le scooter pour te faufiler, c'est un peu plus simple. Car en fait, il peut y avoir pas mal de bouchons, notamment le week-end, le soir, au niveau de la plage. Pour l'anecdote, la dernière fois, sachant qu'en scooter, t'es censé mettre entre 10 et 15 minutes pour aller à la plage jusqu'à la ville. La dernière fois, on a mis 1 heure, presque 1 heure. On a mis 2 heures. Presque 2 heures. On a mis 2 heures à rentrer. Parce qu'il y avait des bouchons impressionnants au niveau de la zone de la plage. Après, on était très loin en bas à la plage, mais voilà, c'est pour info. Ça peut être compliqué en voiture, sachant que même en scooter, ça peut prendre du temps. Du coup, nous, on a opté pour l'option scooter. Ça nous a coûté 250 € par mois le scooter. Il faut savoir que nous, on est passé en direct par nos proprios qui connaissaient quelqu'un et tout ça. Je pense que c'est un bon prix. Un bon plan, ouais. Parce que on a vu des annonces et dans la rue principale des locations de scooters et ils proposent 750 € le mois. Donc à ce prix-là, je pense que tu peux même t'acheter ton propre scooter. Ouais, si tu restes plusieurs mois, vaut mieux acheter un scooter, ça va te coûter le même prix.
Donc, Mais voilà, donc il faut, mets-toi ça en tête, c'est pas 750 € par mois le scooter, tu peux trouver à moins cher et tu peux peut-être même encore trouver moins cher que nous si tu passes peut-être par un expat qui revend son scoot ou voilà, il y a plein de bons plans. Encore une fois, les groupes Facebook pour ça, c'est la vie, ou demander directement à tes proprios. Si c'est comme nous des Mexicains directement, ils ont des potes qui font ci, des potes qui font ça, tu passes par eux, ils négocient tout eux, toi t'as rien à faire, tu payes juste le prix final, c'est parfait. Ouais, du coup 250 € par mois. Ensuite, il y a le moyen de transport, en effet, le vélo qui est très développé ici, déployé ici plutôt, c'est-à-dire qu'il y a, je pense que c'est plus pour les touristes, mais tout le monde roule à vélo. Les Mexicains aussi, ouais, mais c'est vrai que c'est. Vélo, ouais. Enfin, ce que je voulais dire, c'était que voilà, c'est un peu comme à Amsterdam, il peut y avoir des bouchons de vélo carrément, que tout le monde va à vélo à la plage et tout ça. Nous, on n'a pas choisi ce moyen de transport parce qu'en effet, les distances sont quand même plutôt élevées et le scooter nous permet plus de possibilités, notamment si on veut aller faire des visites autour. Et puis voilà. Ouais, et puis je pense qu'en vélo, si t'es en vacances, si t'es chill et tout, ça peut aller. Mais après, nous, par exemple, si on va aller bosser, etc., ça peut être vite compliqué. Si on va aller à la plage après avoir bossé et tout en vélo, ça peut être assez décourageant. Il y a un dernier moyen de transport, évidemment, comme il y a partout. Alors, c'est pas à pied, mais c'est en taxi. Il y a pas mal d'arnaques de taxi, comme dans toutes les villes, je pense, où il y a du tourisme. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là et qu'on n'a pas forcément besoin de déployer. Nous, dans tous les cas, à chaque fois, on évite au maximum les taxis. Il n'y a pas Uber ici. C'est interdit. Donc voilà. Nous, on fait confiance à Uber, mais pour le coup, taxi ici, je pense que tu peux tomber sur des bons taxis et des bons chauffeurs, c'est pas le souci. Mais il y a pas mal d'arnaques, donc on te le conseillera pas forcément. Si tu restes 2 jours, oui, c'est une bonne option. Ouais, parce que surtout les taxis, la journée pour aller dans la ville, ça va pas te coûter trop cher. Mais le problème, c'est que ils jouent sur le fait qu'il y a plein de gens qui vont à la plage, par exemple en taxi, et le soir qui reviennent, et en fait il y a une pénurie de taxis parce que tout le monde veut rentrer, et du coup c'est hyper cher, donc ça peut limite coûter. On a vu des anecdotes des gens qui payaient 20 € pour aller de la plage à la ville. Sachant que ça met 10 minutes en voiture. Ouais, ça met 10 minutes quand il n'y a pas de bouchon, alors que la journée ça va coûter 4 € pour le même trajet. Donc voilà, et aussi il y a des collectivos, donc c'est une espèce de taxi minibus. Il y en a un qui va à la plage. Après, je pense que c'est un peu aléatoire, et en gros c'est une espèce de van, donc c'est pas très cher, mais pareil, tu peux être vite coincé dans les bouchons, et il n'y a pas d'horaire vraiment, tu sais pas trop où le prendre, donc voilà, ça peut être un peu plus compliqué également. Mais c'est une bonne option en vrai. Aussi, parce qu'on l'a pas faite, donc on ne sait pas, mais c'est une bonne option. Passons maintenant à la partie coworking et café ou bosser. Alors nous, ça fait que 3 semaines qu'on est là, donc évidemment, on va pas non plus avoir une liste énorme de coworking et café ou bosser. On va dire où on a bossé et comment ça s'est passé. Premier endroit où on a bossé et qui est franchement, je pense pour l'instant ce qu'on a préféré, c'est le coworking Digital Jungle à Tulum, sachant qu'il est dans le quartier de la Velleta, donc où on vit, donc c'est parfait. Il est assez récent, il a 1 an, c'est ça que tu me disais? Moins d'1 an, il est ouvert en novembre 2020. Voilà, c'est plutôt récent. En tout cas, on a déjà été 2 fois bosser à la journée là-bas et c'était vraiment top. Le wifi marche très bien. Il y a pas mal de monde quand même, j'ai trouvé la 2e fois. T'as quand même des cabines pour faire tes calls, t'as une salle de réunion. En haut, t'as une genre de salle de pause avec des puffs où tu peux, et un écran. Bon, voilà, tu peux aussi y bosser, t'as café au gratuit. Au niveau des prix, nous on a payé à la journée, donc c'est 12 € la journée. Ça me semble pas trop mal. Après, oui, c'est pas des prix mexicains évidemment. Et tu peux avoir différents passes. T'as un pass de 5 jours, t'as un pass de 15 jours. Tu pourras aller voir sur le site les différents prix. Et sinon, t'as le pass au mois et ça te coûte 200 € par mois. Ouais, donc 200 € par mois en illimité, avec du coup accès au phone booth, donc pour faire tes appels. Et je crois aussi que tu peux avoir accès à une imprimante, des petites choses comme ça. Donc vraiment bonne adresse, très cool, et tu peux manger sur place aussi, c'est un point à préciser. Important. Parce que il y a un resto. Dans d'autres vidéos, on disait que parfois les coworking c'était un peu chiant parce que du coup le midi tu dois partir pour aller manger, mais là du coup tu peux manger sur place, donc il y a un resto. Les prix sont un peu élevés, c'est pas des tacos ou à 1 ou 2 €, mais voilà, si tu veux rester sur place, ça peut être pas mal, et même dans le coin il y a d'autres cafés si tu veux aller manger, donc là aussi c'est pas trop un souci. Et tu peux très bien amener ta propre bouffe et manger. On a vu des gens faire ça, donc en soi ça je trouve ça cool quand même, parce que comme il y a un resto, tu pourrais te dire moi je pensais qu'il y avait pas le droit, et t'as quand même le droit, donc trop cool.
Et on a vu qu'il y avait un autre truc qui existait, je te laisse raconter. Ouais, ça s'appelle Tulum, Coworking Tulum. Ouais, ça s'appelle Coworking Tulum. Et en gros, c'est un espèce de passe pour pouvoir bosser dans des endroits un peu incroyables, des hôtels, des restos très fancy. Et en gros, tu payes un pass pour avoir le droit d'aller dans ces endroits et bosser. Ça te donne le droit à une réduction sur ces endroits, sur le café et sur la nourriture. Souvent, ils vont te demander un minimum de dépenses. On n'a pas vraiment testé, mais quand on voit leur story, ils bossent dans des endroits assez incroyables, dans des hôtels fous, avec vue sur mer, etc. Donc on va peut-être regarder cette option, ça pourrait être intéressant, mais sachant que voilà, tu devras quand même consommer dans l'établissement où tu vas, et peut-être qu'il y aura un minimum de commandes. Donc l'un dans l'autre, à voir en termes de prix, mais voir si c'est intéressant. Sachant que les restos et les bars, les hôtels sur la plage souvent sont très chers, donc peut-être tu vas avoir des repas à 15-20 euros, donc à voir si c'est à voir si c'est rentable cette histoire ou si ça te coûte vite cher. Ouais. Deuxième point, ça va être, comme tu le sais, on adore bosser dans des cafés. Là, ça fait 3 semaines qu'on est ici et on n'a pas encore eu vraiment l'occasion de bosser dans des cafés. On va t'expliquer pourquoi. On a voulu. Petite anecdote, la dernière fois, on se dit « Ah, trop bien, vas-y, ça fait longtemps, les cafés sont fermés. » Quand on était au Portugal, il y avait confinement, donc ça fait très longtemps qu'on n'avait pas bossé dans un café, donc on avait très envie de bosser dans un petit café sympa. Et du coup, on se dit « Vas-y, on va aller chercher des articles de café où bosser. » On en avait déjà noté quelques-uns. Et puis là, on tombe sur un article qui nous dit « Ah, ce café est vraiment top pour bosser. C'est un genre de musée, enfin galerie d'art et en même temps qui fait café, donc parfait. » Et donc on prend l'adresse, on va chercher, on prend le petit scooter, on prépare nos affaires et on arrive sur place et on trouve pas le café. Donc on avait vu en plus sur Google Maps l'entrée, donc on voyait un peu à quoi ça ressemblait. Donc on se gare, on marche, on cherche, on trouve pas, on se dit attends, on s'est trompé, c'était quand même sur une rue principale, donc Google Maps sur cette rue il se plante pas quoi. Du coup, on se dit, on va aller demander dans un resto à un serveur, il doit savoir, vu que c'est censé être par là. Et puis, on demande au serveur, et là, il nous dit, ah non, mais c'est fermé, ce truc. C'est fermé. D'accord, ok. Et donc, ce qui est ouf, c'est que quand même, le soir d'avant d'aller dans ce café, moi, j'ai regardé les stories sur Insta, chose que je fais tout le temps, pour voir si c'est ouvert, en fait, ou pour voir si ça me plaît et tout. Et en fait, il y avait quand même des stories de ce truc, mais c'était du lieu, mais des anciennes stories quoi. Donc ok, génial. Pareil sur Google, il y avait écrit ouvert et tout, donc bref. Donc tout ça pour te dire que tout bouge vite. En effet, comme on disait au début, il y a beaucoup de constructions qui se font et je pense qu'il y a aussi beaucoup de trucs qui ferment, qui ouvrent. Donc quand tu tombes sur des articles, bien checker de quand ça date, et notamment notre vidéo aussi, parce qu'en fait si on te recommande des trucs, peut-être que ce sera fermé, peut-être que ce sera plus le cas, que ce sera plus possible d'y bosser, etc. Donc ce jour-là, on a essayé un autre café que toi t'avais repéré à côté. Ça s'appelait comment ? Ouais, ça s'appelait Kibok Café. Et là, pareil, on arrive devant, il y a vachement de queue. Les gens attendaient. En fait, il y a deux parties. En gros, il y a en bas où les gens prennent des cafés. Donc c'est là où il y avait la queue, et en haut c'est une partie café coworking. Et en gros, on a remarqué qu'il y a pas mal de cafés qui en fait se revendiquent coworking. Donc du coup, en fait, ils vont faire payer une partie de leur café. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a eu du mal à trouver des cafés pour bosser, parce que la plupart du coup ils vont dire en fait non, on est un coworking, donc du coup faut payer. Donc voilà, c'est un point à noter. Après, on n'a pas non plus cherché de fou. Jusqu'à présent, on aimait beaucoup travailler dans des cafés. Aujourd'hui, on a pas mal de taf et du coup on a vraiment besoin de concentration. Je pense aussi que le confinement a joué sur cet aspect de concentration. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, la dernière fois dans le coworking, que les gens qui parlaient autour, ça me gênait, alors qu'avant, je mettais mes écouteurs, j'avançais. En fait, j'ai tellement l'habitude de bosser seule dans mon monde et d'avoir besoin d'énormément de concentration qu'aujourd'hui, les cafés où il y a pas mal de touristes et tout ça, je me dis, ça va être compliqué pour moi de me concentrer, je vais divaguer, je vais écouter ce que les gens disent et tout ça, même si j'ai mes écouteurs. Donc clairement, là, en ce moment, on est plus en mode coworking. Et puis on verra, je pense que très prochainement on aura pu tester des cafés et qu'on t'en donnera quelques-uns. Ouais, clairement. Il y a beaucoup de petits cafés aussi, je trouve. Ouais, c'est très petit. Dans les recos qu'on avait vus, on avait vu des vidéos YouTube d'une nana qui testait des cafés trop cool, sauf que elle bossait toute seule toute la journée. Ouais. Et en fait, du coup, les cafés, genre, il y a 2 tables. Enfin, on est 2 déjà, donc il nous faut déjà 2 tables. On va avec notre ordi et tout. Donc ça me paraît vite compliqué, plus le fait de rester longtemps sur place.
alors qu'il y a que 2 tables. Ouais. Enfin, c'est pas ok, quoi. Ouais. Quatrième partie, du coup, la nourriture. Peut-être que des gens attendent ce moment depuis le début. Moi, en tout cas, c'est ce que je kiffe quand on voyage. Un énorme taco. Je pourrais. Donc, on le disait tout à l'heure, Tulum est assez réputé comme une ville qui est assez chère. Mais quand on est dans les bons plans, nous, on arrive à trouver des choses qui sont très convenables. Et comme nous, on te disait tout à l'heure, au niveau de la plage, c'est là que ça va être le plus cher. Donc, si tu veux manger dans des restaurants, c'est souvent des restaurants qui vont être très fancy. Où tu vas avoir peut-être des plats à 15-20 euros, voire plus, on a entendu. Assez cher, ouais. Et des cocktails à une dizaine d'euros, etc. Et dans la ville, clairement, tu peux trouver des petits boui-boui, des stands de food truck où tu vas manger pour 2 euros. Pour 2 euros, tu vas avoir 5 tacos. Mais on a trouvé moins cher la dernière fois. Et il y en a pas mal. Faut juste chercher, sortir un peu des sentiers battus. C'est ça. Et clairement, c'est hyper cool parce que du coup, tu peux te dire que le midi, tu vas manger pour 2 euros un tacos et le soir, tu vas manger sur la plage et là, tu vas peut-être payer 15-20 euros. Mais la possibilité de faire les deux, c'est ça qui est assez cool et c'est ça qui nous plaît de pas forcément avoir que d'un côté que les boui-boui et la nourriture hyper chère, mais vraiment de pouvoir mixer. Et du coup, nous, on s'en sort comme ça sans subir en fait le fait que ce soit très cher à certains endroits. Ouais, ça me rappelle un peu d'ailleurs Bali dans ce côté-là, c'est-à-dire qu'en effet, il y a des très beaux restos, mais du coup, la note va vite monter. Et je pense que ce cliché de Tulum qui est cher, enfin, c'est pas un cliché, mais c'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un nous parle Tulum sans y être vraiment allé ou en y étant passé 2 jours, on nous dit ah ouais, c'est super cher et tout ça. Mais en fait, nous, on vit dans la ville, on vit là où les Mexicains vivent, il y a plein de stands de bouffe partout. Il y a aussi des petits restos. En fait, c'est simple, si tu restes dans la rue principale, tous les restos là, ils vont être un peu chers. Enfin, ils vont être plus chers que toutes les petites ruelles autour. Ouais. Donc en fait, le truc, c'est d'aller dans toutes les autres petites ruelles. Il y a aussi des restos fancy, mais qui vont être moins chers. Et il y a aussi plein de petits restos où tu manges... t'as un choix de plats mexicains énorme. Et là, se mixent et les Mexicains et les touristes. Donc c'est pas si cher. Oui, si tu manges que sur le bord de la plage, nous aussi on trouve ça cher. Mais si t'es dans la ville, il y a vraiment plus que du choix. Tu peux très bien manger pour, je pense, 3 euros par jour. Donc non, c'est pas cher. Ouais. Donc clairement, tu peux vraiment choisir ce que tu veux en fonction de ce que tu peux manger. Et même typiquement, des tacos. En gros, tu peux trouver des tacos à 2 euros et en fait des tacos à 20 euros. Donc c'est un peu ça. Au final, c'est la même nourriture, mais c'est le cadre qui va différer et ça dépend ce que tu as vraiment envie de manger. Mais clairement, tu peux te retrouver à manger pour pas cher si tu le décides et si tu en as envie, quoi. Et d'ailleurs, on a testé les petits stands de street food d'ailleurs, donc avec les tacos les moins chers de l'univers, clairement. On a trouvé moins cher encore. On a trouvé moins cher depuis, mais quand même, c'était quand même les meilleurs pour moi, ceux-là. C'est vrai. C'est-à-dire que, voilà, tu les prends dans la rue comme ça, tu les manges où tu veux. Ouais. Et là, ça te coûte rien du tout. Ouais, ça coûte 60 Mexican pesos, je me souviens plus exactement, mais c'est à peu près 1,50€ pour 3 tacos. Et c'est surtout les saveurs. Depuis, on n'a jamais mangé ça, même dans des restos où les tacos, c'est bien plus cher. C'est vraiment une folie. Ouais. On va arrêter de parler de ça. Et le conseil, tacos al pastor, donc c'est ça qu'on a mangé. Donc en gros, c'est une broche marinée. C'est un peu comme un kebab, et du coup, ils te mettent ça dans un tacos et une tortilla, et c'est sublime. Il est temps maintenant de passer à nos premières impressions de Tulum en tant que digital nomade. Qu'est-ce qu'on en pense ? Il y a plusieurs sujets. Moi, j'avais très peur du tourisme de masse qui est très connu à Tulum. C'est quelque chose que je déteste. En étant ici, en vivant ici, parce que c'est différent quand même quand t'es digital nomade, tu vis plus chez toi, tu vas dans des coworking et tout ça. Je trouve que ça va. Il y a des endroits où, en effet, le tourisme de masse me paraît incroyable. Et justement, plus dans cette partie plage, où il y a la queue pour faire des photos devant des trucs, parce que ils l'ont vu sur Instagram et du coup, c'est trop stylé. Tout ça me gêne, mais comme je ne suis pas dans ces endroits-là, ça me touche pas. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, après, tourisme de masse, je pense que ça dépend de la définition qu'on donne. Mais souvent, du coup, là, là, ce qu'on parle, ça va être plutôt des Instagrammeurs, etc. Du coup, ça va, c'est pas genre, il y a pas à avoir des bus de 50 personnes qui vont arriver avec des panneaux en disant visitez ça et tout. Donc je pense que ça dépend ce que tu vois, c'est un peu plus discret que si c'était des bus, des autocars et tout, parce que c'est assez préservé de ça. C'est plus peut-être des gens qui vont venir dans les restaurants fancy, etc., faire des photos, Instagrammeurs, etc. Donc en vrai ça va, ça aurait pu être pire.
Note en commentaire combien de fois Ludo a dit Instagrammeur. Il me fait marrer ce mot. Mais si on est des Instagrammeurs du coup. Ah, ouais. Ouais, donc en fait je suis pas choquée et je trouve que alors il y a beaucoup d'Américains ici, peut-être aussi par rapport à la période et parce que c'est proche, mais je les trouve pas m'as-tu vu, et donc je les trouve pas dérangeants. Ouais. Même s'ils font leurs photos, ils sont discrets. Ouais. Il y a pas de team selfie là comme on a dans certains endroits, en train de se prendre en photo, de faire les beaux gosses et tout. Je trouve pas qu'il y a ça. Les gens sont assez discrets et du coup même dans les endroits où il y a un peu de monde, ça va. Ouais, c'est des gens qui sont assez chics, typiquement, ouais, s'ils vont dans les hôtels à 1000 euros la nuit, etc., tu vas pas avoir des gens en train de ramper le soir complètement ivres et tout. Enfin, en tout cas, nous, on en a pas vu. Donc, du coup, ça va. C'est pas dérangeant. Autre point, la sécurité. J'avais mis une petite boîte à questions sur Insta sur quelles sont les questions que les points que vous avez envie d'aborder. Je trouvais que celle-ci était très intéressante parce que ça fait partie d'un des points qui jusqu'à présent faisait... Oula, cette phrase n'est pas française. Un des points pour lesquels j'avais un peu peur d'aller au Mexique, c'était toute cette notion de sécurité. Est-ce qu'on s'est senti en sécurité dès le début? Alors, je pense qu'on n'aura pas la même réponse, donc je te laisse commencer peut-être. Moi, en vrai, ça, après, c'est l'inconnu, mais du coup, le fait d'être dans un quartier où tu te dis qu'il y a des Mexicains qui vivent, déjà, là, ça va. Après, on a vu sur quelques groupes qu'il y a des petits incidents, éviter de sortir le soir tout seul quand t'es hyper loin. C'est pour ça que on évite aussi c'est pour ça qu'on disait de pas avoir un logement qui est trop isolé. Que ça peut être problématique, pas forcément pour ta sécurité, mais déjà toi, comment tu te sens. Donc moi, en vrai, ça va. La journée, ça va, et le soir dans la ville aussi, ça va, tant qu'on n'est pas vraiment trop isolé. Ouais, moi c'est plus du stress par rapport à tout ce que j'ai lu en effet dans les groupes Facebook, donc les groupes Facebook ça a du bien et du moins bien aussi je trouve. J'avais eu ce problème aussi à Bali dans un groupe qui s'appelle Les Français à Bali où en fait je lisais tous les gens qui se faisaient arnaquer ou qui se faisaient voler leur portefeuille et en fait à force de lire ces trucs là c'est comme les infos, si tu bouffes que des infos tu deviens un peu parano, donc j'essaie de m'en éloigner au plus, mais j'avoue que j'ai lu pas mal de trucs de nanas qui se baladaient toutes seules le soir et tout, et qui ont fait que je suis pas rassurée et que j'irai pas me balader toute seule, sachant qu'il y a beaucoup de petites ruelles, tu peux vite te retrouver seule dans un endroit, et encore moins le soir, puisqu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas de lumière. Ouais. Donc j'avoue que niveau sécurité, je préfère être totalement honnête. Moi au début j'ai eu peur. Il y a eu pas mal aussi d'histoires de règlements de compte et de gens qui tirent sur d'autres gens, mais enfin, c'est plus des règlements de compte de vendeurs de drogue et de mafia, entre guillemets. Donc, logiquement, ça va pas nous toucher puisqu'on ne se drogue pas. mais voilà. Juste pour te dire que, niveau sécurité, il faut quand même ouvrir les yeux sur, il se passe des choses. Comme dans beaucoup de pays, il faut faire attention. Il faut pas porter, si t'as une Rolex, tu vas pas porter ta Rolex en plein milieu de la rue. Enfin, je trouve ça assez logique. Donc voilà, il faut pas montrer forcément de signes extérieurs de richesse et il faut éviter le soir de se balader en pleine nuit tout seul dans des ruelles pas éclairées, et ça tout le monde le dit dans les groupes, vraiment de miser sur les rues principales et les accès principaux. Après, dès qu'on est arrivé, on peut peut-être aussi donner nos premières impressions quand on est vraiment arrivé sur place. En général, moi j'ai tout de suite trouvé ça très beau. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est une ville très bohème chic. Ouais. Ça a des airs vraiment de Canggu à Bali où on a passé 4 mois. Mais c'est quand même différent. Et je trouve qu'on s'y sent vite, très vite bien parce qu'il y a beaucoup de choses très belles que tu manges très bien. Et puis t'as vraiment ce mix qui est important pour nous, qui est, en effet, il y a des choses très belles et en effet, enfin, il y a des restos très chics et il y en a des beaucoup moins chics où on mange très bien. Donc c'est cool d'avoir le choix. Ouais, clairement. Et les Mexicains sont très sympas. Ouais, vraiment. Très sympas. Et ouais, gros atout, on n'en a pas forcément parlé. Du coup, vu qu'on parle espagnol, je pense que c'est beaucoup plus simple pour des Français de se faire comprendre. Après moi, je sais que j'ai fait espagnol parce que j'étais à Bordeaux, donc c'était en LV2. Tandis que dans d'autres pays où tu vas forcément parler anglais, là du coup les Mexicains vont parler espagnol en premier lieu. Parce que du coup, soit tu ressembles, je sais pas si tu ressembles à un espagnol, mais non, en tout cas, je ressemble à un espagnol, mais aussi, par exemple, quand j'ai été en Espagne plusieurs fois, même si je faisais l'effort de parler espagnol, parce que je parle quand même bien espagnol, on me répondait en anglais, ça me rend ouf. Ouais. Genre, et donc là, ici, à chaque fois, quand ils nous demandent, en fait, je pense que plus ici, ils savent pas forcément parler anglais, ou parfois ils se disent, bon, bah, soit ils sont espagnols, soit, enfin, avec nos têtes, je pense qu'on sait pas trop d'où on vient.
Donc quand ils nous demandent ils préfèrent qu'ils parlent anglais ou espagnol, on s'est dit vas-y, on s'entraîne, on fait tout en espagnol. Ouais, et ça du coup ça va être dans les restaurants un peu avec des cartes internationales, etc. Mais si tu vas dans les trucs de street food, c'est sûr que tu vas parler espagnol. Donc faut quand même apprendre les bases, sinon comme d'hab tu fais des signes, hein. Si tu parles pas du tout espagnol, c'est pas grave, il y a toujours des moyens de se faire comprendre. Ouais, et toi, quand on est arrivé, du coup t'as pensé quoi de... Ouais, pareil, j'ai ressenti la même vibe qu'on avait à Bali, et c'est assez marrant parce que du coup là il y a beaucoup de vélos et il y a pas beaucoup de scooters, l'inverse de quand on était en Asie. Donc du coup moi pour la conduite en scooter ça m'a beaucoup plus rassuré, parce que le problème dans les autres villes c'est en fait les autres scooters, et là en fait vu qu'il y a très peu de scooters au final ça va, et c'est des grandes routes, c'est assez quadrillé, donc là pareil c'est pas trop un souci, donc la conduite c'est vraiment un pur plaisir. En tant que digital nomade, sur nos premières impressions, moi je trouve que c'est vraiment une destination qui est top à partir du moment où tu trouves des endroits où il y a un bon wifi. Nous pour l'instant c'est le cas, c'est-à-dire que dans notre appart ça marche superbement bien. Tous les deux qu'on soit connectés, on n'a pas de soucis, on n'en a jamais eu en 3 semaines. Pareil dans le coworking. Donc en tant que digital nomade pour l'instant, pour moi c'est tout bénef. La température aussi, c'est un point important, mais est très agréable, c'est-à-dire que ce n'est pas étouffant, il y a toujours un genre de petit air frais, donc même s'il fait 30 degrés, t'as quand même un petit air frais qui te fait du bien. Ouais, et pour l'instant, après au niveau des saisons, là du coup on est en mars, donc là c'est bien. On sait qu'il y a la saison des ouragans qui est c'est novembre-décembre. Je sais plus, non c'était l'été. C'est l'été en France, pendant que c'est l'été. T'avais dit que c'était vers juin ou un truc comme ça. Ouais, mais je crois qu'en novembre, enfin, de toute façon, on mettra en description. Mais en gros, ça, c'est un gros problème quand il y a cette période. Du coup, il peut arriver qu'il y ait plus du tout d'internet, plus du tout d'électricité, même dans tout Tulum, pendant 2-3 jours. Donc ça, c'est un truc à noter. Si jamais, regardez la période, si t'arrives dans la période des ouragans, ça peut être chiant. Parce que du coup, pas internet pendant 3 jours, ça peut être assez compliqué. Et un dernier point qu'on a oublié, je pense qu'on pourra conclure, cette vidéo est dans tous les sens, c'est que au Mexique, en tant que Français, tu auras le droit d'y rester 180 jours, ça fait à peu près 6 mois. Donc c'est quand même top si t'es digital nomade. Comme tu sais, nous, on aime bien rester plutôt longtemps dans les destinations pour avoir le temps d'en profiter, pour avoir le temps de se reposer, parce que notre train de vie est un peu à 1000 à l'heure. Donc c'est super important et je trouve ça quand même génial de pouvoir rester autant de temps gratuitement. Ouais, et du coup l'idée c'est qu'on va rester quelques mois à Tulum et après de pouvoir aller dans d'autres régions au Mexique tout en ayant le même visa, et ça va être vraiment super cool. On va peut-être conclure sur nos prochains contenus sur le sujet. Dis-nous toi en commentaire si tu as des questions sur Tulum, peut-être sur le Mexique plus en général. Alors on a fait que Tulum, donc t'enflamme pas trop. Si tu as des contenus que tu as envie qu'on fasse, pour les prochains contenus qu'on a prévus, on attend encore un peu, mais de te faire le coup de la vie d'un digital nomade à Tulum en tout cas, et puis après on le fera dans les 2 autres destinations qu'on va faire. Comment trouver un logement, rentrer plus en profondeur sur notre méthodologie. On peut se parler de méthodologie carrément. Et puis si t'as d'autres trucs, toi je sais pas, t'avais pensé à d'autres vidéos? Peut-être les endroits où bosser, mais on verra au feeling. Mais n'hésite pas, toi, si t'as des questions, on serait ravis de pouvoir les traiter aussi en vidéo. Et puis tu peux suivre notre quotidien sur Instagram, c'est @nomade_pass. Tous les jours, on fait des petites stories. Si tu veux être avec nous un peu plus souvent, tu peux nous suivre. Ouais, allez, on dit à très bientôt. Salut.